bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur le plateau de Mobility TV, ici sur la grande scène au Mondial de Paris, Hall 3, table ronde consacrée à l'hydrogène. Alors l'hydrogène qui revient en force et qui pourrait, dans cette transition énergétique, jouer un rôle important. D'ailleurs, l'État français a annoncé 9 milliards d'euros d'investissement d'ici à 2030. Mais est-ce que finalement l'automobile peut jouer son rôle dans l'hydrogène? Est-ce que l'hydrogène est amené à se développer? On va en parler avec nos invités. On a beaucoup d'invités, 5 invités, qui représentent bien la filière hydrogène, ce qui est très intéressant. D'abord, David Holderbach, vous êtes le PDG d'Hyvia. Alors, en quelques mots, Hyvia, c'est une coentreprise entre Renault et Plug Power. Notamment, vous produisez des utilitaires qui roulent à l'hydrogène pour Renault. Tout à fait. Donc Hyvia, c'est tout un écosystème. C'est la mobilité. Donc on vient de présenter ici au Salon de Paris notre premier Renault Master hydrogène. Qui est juste à côté d'ici. Juste à côté d'ici, tout à fait. Et en fait, c'est un écosystème puisque nous sommes capables d'accompagner nos clients avec la station de recharge, l'hydrogène et l'électrolyseur. Richard Meyer qui est à vos côtés. Alors, c'est un autre groupe. Stellantis, bon, vous n'êtes pas ennemis, hein, tout va bien. Vous occupez alors de la stratégie du développement international business sur les véhicules utilitaires. Là aussi, Stellantis, hydrogène, on n'y pense pas forcément, mais Stellantis est bien dans l'hydrogène. Absolument. Donc l'année dernière, nous avons lancé l'ensemble de notre gamme de véhicules utilitaires électriques, donc avec la technologie batterie. Et nous sommes maintenant dans la deuxième phase qui consiste à compléter notre offre avec un véhicule hydrogène qui permet de couvrir des usages clients qui vont plus loin que ce que la technologie batterie permet de faire grâce à une recharge hydrogène en 3 minutes, 400 km d'autonomie et en maintenant toutes les capacités d'emport du véhicule. Donc pour nous, c'est vraiment au cœur de notre stratégie d'électrification pour pouvoir couvrir un maximum d'usages clients. Ça, on va en parler, hein, parce que l'avantage de l'hydrogène, par exemple, en temps de recharge par rapport à l'électrique, entre guillemets, classique, parce que l'hydrogène, c'est quand même de l'électrique. Laurent Chauvin, bonjour. Vous êtes le directeur marketing de Symbio. Alors, Symbio, c'est l'un des pionniers, carrément, de la pile à combustible en France, co-entreprise Michelin et Faurecia. Oui, absolument. Co-entreprise détenue à parts égales Michelin et Faurecia. Des investissements majeurs qui sont réalisés par Symbio. Aujourd'hui, c'est 600 collaborateurs pour développer des piles à hydrogène, qui est un générateur électrique qui sert dans ces véhicules, avec des projets conséquents, on aura le temps d'en parler. Oui, de gros projets en France notamment. Exactement, puisqu'on vient d'annoncer effectivement un projet à 1 milliard d'euros sur 7 ans d'investissement pour développer et industrialiser la fabrication de piles à hydrogène. Alors, c'est un bon teasing, on va en parler. À vos côtés, Damien Buette, bonjour. Vous êtes le vice-président zéro émission. Alors, on dit Forvia. Forvia, c'est la nouvelle entité, en fait, entre Faurecia et là c'est allemand. Et c'est une nouvelle entité, on va dire, de Faurecia. Oui, en effet. Alors, ce n'est pas vraiment le sujet d'aujourd'hui, mais Forvia, c'est le nouveau nom de l'ensemble Faurecia plus LA. Voilà, bon, c'était juste pour situer, voilà. Parce qu'entre Faurecia, voilà. On répond aux deux noms, il n'y a pas de problème. Vous êtes vraiment un des acteurs aussi majeurs dans l'hydrogène. Absolument, donc Faurecia fournit en propre des systèmes de stockage d'hydrogène. En fait, le stockage de l'hydrogène, que ce soit de manière gazeuse ou liquide, c'est un des gros enjeux du système, avec la pile à combustible, pour laquelle on est partenaire avec Michelin au sein de Symbio. Et on a l'honneur de fournir les réservoirs qui sont dans les véhicules de nos deux clients favoris, que vous pouvez voir un petit peu plus loin. Stellantis et Renault, voilà. Stellantis et Hyvia, voilà. Et Hyvia. À vos côtés, dernier invité, Tanguy Derennes, bonjour. Alors, bonjour. Vous êtes directeur de programme hydrogène chez Acodis France. Alors, on ne connaît pas forcément Acodis France. Expliquez-nous. Alors, vous connaissez peut-être AK Technologies et peut-être également Modis. Donc, Acodis est la fusion entre AK Technologies et Modis. Donc, ça a donné Acodis. Alors, voilà. Votre rôle dans l'hydrogène? Donc, en tant que directeur de programme hydrogène, on a développé une offre d'hydrogène, des offres hydrogène pour servir nos clients. Depuis 2014, on accompagne nos clients dans la conception, dans l'intégration et dans l'implémentation de systèmes piles à combustible sur des mobiles de toute nature, que ce soit dans l'automobile, mais également dans d'autres industries.
Alors, vous parlez de l'automobile. Moi, il y a la première question que j'ai envie de vous poser, messieurs. Est-ce que si on se revoit dans 5 ans, 10 ans ici à ce mondial, est-ce qu'il y aura davantage de voitures hydrogène et est-ce que le grand public, est-ce que l'automobiliste roulera à l'hydrogène ou c'est encore beaucoup, beaucoup trop loin? Qui veut répondre à cette question? On va parler... Monsieur Stellantis. La réponse est oui, évidemment. Je veux bien commencer, il faudra sûrement compléter. Donc, d'abord, en toute humilité, je pense que personne n'est capable de dire ce que sera l'avenir à cet horizon-là. Simplement, ce que je peux dire, c'est que chez Stellantis, on a une conviction, c'est que l'hydrogène, c'est vraiment un élément essentiel, encore une fois, au cœur de la stratégie d'électrification, si on veut électrifier massivement le marché des clients professionnels, parce que la technologie batterie est très pertinente, mais elle a des limites en termes d'utilisation par nos clients. Donc on investit dans cette solution hydrogène. Notre premier véhicule est déjà une réalité. On a livré nos premiers clients à la fin de l'année dernière. Et on a une feuille de route qu'on va déployer, qu'on a déjà dévoilée. On va compléter notre offre avec le van du dessus en 2024. On va s'étendre évidemment sur un certain nombre de marchés en Europe et même aux États-Unis. Donc on y croit, on investit fortement dedans et on a la conviction. Et quand on est ici sur ce salon, on voit l'intérêt que suscite cette technologie, auprès en du grand particulier public. Pour les professionnels, Ouais. le Alors grand public et les Et professionnels. les professionnels, c'est très important pour Ivia aussi, parce que on le disait tout à l'heure, il y a un temps de recharge qui est quand même ultra rapide. C'est quoi, 5 minutes pour faire un plein d'hydrogène versus plusieurs heures hein, pour l'électrique. Et c'est vrai que quand on est professionnel, c'est du temps de perdu. Donc là, c'est un gros avantage. Donc c'est ça un peu votre axe de développement aujourd'hui? Tout à fait. Donc, le premier point, c'est encore une fois, vu l'été qu'on a passé, je pense que c'est important de rappeler qu'on a besoin de décarboner. Donc, chaque fois qu'on remplace un fourgon, que ce soit moyen ou large, par une solution hydrogène, on économise 10 tonnes de CO2 par an, chaque voiture. 10 tonnes. 10 tonnes en Oui. moyenne. Hein. Ouais. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, pour les usages intensifs, si vous faites un Paris-Marseille non-stop, avec une batterie, vous allez devoir vous arrêter 2 heures. Avec notre solution, 15 minutes. Alors on dit quand même qu'on économise, mais le débat aujourd'hui, c'est de se dire que l'hydrogène qu'on consomme, il n'est pas vraiment vert. 95% d'hydrogène est ce qu'on appelle gris, enfin, qui est entre guillemets pas propre. Est-ce qu'on va arriver avec des solutions? J'imagine que vous travaillez dessus, parce que c'est un peu l'axe aussi du gouvernement. Est-ce que dans quelques années, à quel horizon on aura en France de l'hydrogène vert? Alors, je vais répondre. En fait, il n'y a pas de débat. La seule voie possible, c'est l'hydrogène vert. Il n'y a pas d'autre voie possible. L'enjeu, c'est de décarboner la chaîne de valeur, la chaîne de transport. Donc, de toute façon, il nous faut des électrolyzers, il nous faut utiliser les capacités des éoliennes ou des barrages qui tournent à vide quand on ne consomme pas l'électricité pour stocker l'électricité qui est produite à ces moments-là sous forme d'hydrogène. Et après, on le réutilise dans la mobilité. Il n'y a pas d'autre voie que l'hydrogène vert. C'est vraiment un axe central du développement. Et dans le plan de déploiement et dans les aides qui sont faites avec le soutien des États européens et français, c'est bien tout l'enjeu. Tout est axé sur cet aspect-là. C'est ce que vous allez développer, c'est ce que vous développez actuellement avec un projet quand même assez gigantesque. Alors de notre côté, nous construisons, effectivement, nous avons eu récemment la nomination d'un projet qu'on appelle PIEC en français, qui est les projets européens cofinancés par l'Union européenne et dans le cadre de France Relance. 1 milliard d'euros d'investissement pour Symbio sur 7 ans, pour avoir une nouvelle usine pour fabriquer les piles à hydrogène et surtout développer la nouvelle génération de piles à hydrogène pour avoir des produits qui soient les plus performants, c'est-à-dire que quand on rentre 1 kg d'hydrogène dans la voiture, combien de kilomètres je peux faire pour avoir la meilleure efficacité comparativement à toutes les solutions et être meilleur que les entreprises chinoises ou américaines qui peuvent arriver sur le marché de façon à avoir vraiment le produit différenciant. Gigafactory qui sera, je vous donne juste la parole après, Gigafactory, hein, c'est ça qui sera près de Lyon? Absolument. À quel horizon? Alors on est dans les locaux fin 2023, on prévoit de produire 50 000 systèmes dès 2026 en capacité installée. Forvia, alors on parle de prix. J'ai vu que vous avez une ambition qui est quand même assez forte de dire que finalement, l'hydrogène sera bientôt moins cher que la batterie. Expliquez-nous. Vous me m'ôtez presque les mots de la bouche. Donc en effet, le gros enjeu de l'hydrogène, alors évidemment c'est une technologie émergente, donc il y a encore quelques bugs à résoudre,
mais bon, ça, on va y arriver. Mais le gros enjeu, c'est le coût, en effet. Aujourd'hui, le système de stockage d'hydrogène et la pile à combustible, c'est vraiment les éléments qui font une différence de prix entre un van normal et un van hydrogène. Et on a des feuilles de route de réduction de prix qui sont de l'ordre de plusieurs facteurs. Et donc, il faut qu'on arrive à réduire les coûts par 3 fois, par 4 fois, par 10 fois sur certains composants. Et pour ça, il n'y a pas d'autre solution que de massifier la production. C'est vraiment un enjeu de volume et c'est un des enjeux du PIEC, justement, du soutien de l'Europe, de permettre de se mettre en déséquilibre avant sur le capacitaire et pour pouvoir commencer tout de suite à réduire les coûts. Et de même que Symbio lance une Gigafactory, Faurecia ou Forvia a lancé son usine à Allenjoie qui va avoir un capacitaire de 100 000 réservoirs par an. Et vraiment, l'objectif, c'est de tout de suite se mettre en position de production en grande série. En grande série pour faire baisser les coûts. Parce qu'aujourd'hui, alors on parle par exemple des voitures, parce que c'est ce qui intéresse aussi beaucoup de monde, c'est 65 000, 70 000, 80 000 euros une voiture à hydrogène. Vous pensez que les coûts vont baisser fatalement, forcément? Oui, absolument. Alors, on l'a dit tout à l'heure, c'est sur les usages professionnels qu'on se focalise en premier lieu, donc les On va vannes commencer par ça. et les gros camions. Et pour ces usages-là, on voit une parité en termes de coût d'usage, pas du coût du véhicule, mais de coût d'usage, entre 2028 et 2030 à peu près. C'est la cible et on pense que c'est raisonnable. Juste un petit commentaire supplémentaire sur le coût. Évidemment, personne n'a de boule de cristal. Il y a énormément de paramètres qui rentrent en jeu. Le coût du diesel, les taxes, l'Euro 7, le coût du lithium dans les batteries. Ce qu'on voit quand même à la lumière de la crise récente, c'est qu'un système d'hydrogène, c'est avant tout de l'engineering. Beaucoup d'engineering du process de l'industrie et beaucoup moins de matière qu'une batterie. Et donc, même si c'est difficile de prévoir l'évolution comparée des coûts, ce qu'on voit quand même aujourd'hui, c'est que le système d'hydrogène est moins sensible aux problèmes géopolitiques que ne peut l'être une batterie. Donc ça, c'est une façon pour la France, c'est un enjeu de souveraineté. Absolument. On a le pétrole, on est dépendant du pétrole. Le pur électrique, on est dépendant de l'Asie et particulièrement des Chinois. Vous pensez qu'avec l'hydrogène, on sera peut-être plus indépendant en France? Si on arrive à faire en France de l'hydrogène vert, oui. Absolument. Mais excusez-moi. Chez Acodis, est-ce que c'est la philosophie et comment vous conseillez aussi par rapport à l'hydrogène aujourd'hui? Parce que c'est une technologie qui n'est pas forcément très très connue. Hein. Non, tout à fait. La difficulté sur l'hydrogène, c'est de se projeter, comme on l'a dit, sur un écosystème dans lequel il faut se comparer avec des véhicules à batterie. On l'a évoqué tout à l'heure, le total cost of ownership le coût total de possession va être un des drivers prioritaires pour convaincre nos clients. Nous, on aide nos clients en essayant de discerner dans leurs usages, dans les dimensionnements qu'ils recherchent, quel est le bon équilibre. On sait bien que sur des véhicules à forte autonomie et à forte charge, la batterie n'est pas adaptée. La batterie est 10 fois plus lourde à stockage. Là, vous parlez de l'électrique entre guillemets classique. De l'électrique classique, tout à fait. Donc c'est 10 fois plus lourd. Donc pour des véhicules qui doivent emporter de la charge, c'est pas du tout adapté. Donc on les aide à discerner dans leur cahier des charges les bons dimensionnements qui permettent effectivement de rendre l'hydrogène particulièrement pertinent. L'autre aspect qui est important, je crois, c'est qu'on a parlé d'ingénierie. Il y a une véritable transformation des compétences à effectuer. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas toujours des compétences complètement nouvelles. En revanche, il y a beaucoup d'activités de reskilling ou d'upskilling, comme on l'appelle, de nos compétences traditionnelles. Donc, par exemple, nous, on a mis en place des programmes de formation d'ingénieurs système hydrogène pour justement intégrer ces nouvelles compétences, de forts aspects data, mais également des nouvelles compétences qu'il faut acquérir pour accompagner nos clients. Des nouvelles compétences, alors, parce que c'est vrai que c'est relativement nouveau, mais alors, moi je pense à une chose, il n'y a pas beaucoup de stations aujourd'hui en France, il y en a une trentaine, après pour qui fonctionne plus ou moins bien, j'en ai fait l'expérience d'ailleurs, si la carte ne fonctionne pas, etc. Alors est-ce que c'est un peu comme l'électrique d'ailleurs, est-ce que vous pensez que ça va se développer?
À quelle vitesse? Parce que les industriels et les PME, par exemple, qui veulent acheter vos véhicules, je pense à Stellantis et Renault, s'ils n'arrivent pas à se ravitailler ou ils doivent faire un long trajet, comment vous pensez cette infrastructure? Est-ce que vous y réfléchissez et comment ça se passe aujourd'hui? Non, je vous rejoins complètement, c'est le nerf de la guerre et en fait on bénéficie de l'expérience du véhicule électrique qui depuis une décennie en fait monte en puissance. Donc c'est pour ça que EVIA par exemple, nous il était clair que dans notre offre il y a la mobilité mais également la station de recharge et l'hydrogène. Comme ça on sait répondre aux usages privés, on sait résoudre la problématique de l'infrastructure. Et dans le même temps, on a tous mentionné la PIEC, donc ce Oui. programme de subvention et d'aide pour le développement de l'industrie. Eh bien ça va nous permettre d'avoir des corridors qui vont se développer pour l'hydrogène, pour les usages lourds comme nous et comme pour les camions aussi. Est-ce qu'il risque d'y avoir des zones blanches où on imagine que toute la France pourrait être couverte on pourrait faire un trajet sur toute la France, qui est comme une grande autonomie. Comment on réfléchit par rapport à ça aujourd'hui? C'est vraiment une question essentielle que vous soulevez là. Clairement, il y a des investissements très importants, vous l'avez souligné tout à l'heure, en France, 9 milliards d'euros qui ont été annoncés, en Allemagne l'équivalent, 7 milliards au Portugal. Donc tous les États, on va dire, intéressés par cette technologie, par cette direction, sont en train d'investir, donc investir en particulier dans le développement de l'infrastructure de recharge. L'objectif, c'est qu'il y ait des corridors, je dirais, sur les grands axes, qui permettent tous les 100 à 200 km d'avoir une station de recharge hydrogène. Donc ça, c'est quand même la cible. Évidemment, ça va prendre un certain temps, d'où, comme ça vient d'être souligné très justement, des accords dans un premier temps ou des packages qu'on propose à nos clients dès aujourd'hui. Un client qui achète un véhicule, par exemple un Citroën Jumpy ou un Peugeot Expert, il va avoir une offre packagée pour disposer d'une station de recharge adaptée à la taille de sa flotte. Donc on va avoir plusieurs niveaux. Et ça, on va le faire au travers d'un partenariat avec Engie, dans lequel on va fournir également de l'hydrogène. Donc le client, il n'a pas à se préoccuper de l'endroit où il va devoir se recharger. On lui propose des solutions clés en main. Alors, je m'adresse à ceux qui sont dans le cœur, on va dire, de la machine, si je puis dire. Est-ce qu'on a des autonomies qui sont quand même assez importantes? On a des 800 km, voire il y a des voitures ici qui annoncent 1000 km. Est-ce qu'on peut encore aller plus loin? C'est sur ça que vous travaillez ou d'autres choses? Qu'est-ce qui est important aujourd'hui dans le travail que vous réalisez pour la voiture du futur? Alors, Damien reviendra sur les réservoirs en eux-mêmes. Ce qui est important, c'est que l'autonomie, elle est liée à deux facteurs. D'une part, l'efficacité de la pile à hydrogène. Donc, on travaille, comme je vous le disais, beaucoup dessus pour augmenter le rendement énergétique de la pile. On n'en est pas tout à fait au début, hein. La pile à hydrogène, c'est une technologie qui est quand même maintenant assez éprouvée et dont la fiabilité maintenant commence à avoir fait ses preuves. Cela dit, on doit encore augmenter l'efficacité du système. Et puis le deuxième point, c'est la masse, puisqu'on parle en masse en hydrogène, on parle en kilos, pas en litres. La masse d'hydrogène. Oui, on paye le prix en kilos. Oui, c'est ça. Voilà. D'ailleurs, c'est de combien le prix? C'est un plein, c'est combien sur il faut donner une ordre d'idée, hein, parce que aujourd'hui, il y a des trajectoires de réduction de coûts. Si vous partez sur des 9-10 euros du kilo, avec des trajectoires, je crois que Biden a annoncé 2 $, du kilo en ambition à 2030 et quelques. Je crois qu'en Europe, il y a des annonces qui ont été faites sur un plan à 4 euros dans ces eaux-là. Donc là encore, on parle du futur, mais il faut absolument réduire à la fois le prix de l'hydrogène, augmenter l'efficacité et puis améliorer également les capacités de stockage sur le véhicule. Ça dépend du nombre de kilos qu'on embarque. Oui, Laurent Chauvin. C'est Damien Buette, moi. C'est pas grave. Donc, je vais quand même recommencer. L'enjeu numéro 1, c'est le coût. Le coût. Ensuite, une fois qu'on a dit ça, évidemment, il y a beaucoup de pistes. Le premier enjeu, c'est d'avoir des réservoirs. Aujourd'hui, c'est des réservoirs cylindriques qui utilisent de la fibre de carbone. Le premier enjeu, c'est de mettre moins de fibre de carbone pour, de manière plus légère, réussir à stocker plus d'hydrogène. Et ensuite, on réfléchit à un certain nombre de choses pour ne plus avoir un stockage cylindrique. Parce qu'un cylindre, évidemment, il y a plein de vide autour. Aujourd'hui, c'est le seul moyen qu'on connaît de tenir les 700 bars de pression, hein, quand même. Et d'ailleurs, je vous coupe parce que c'est une question que tout le monde, en tout cas moi, me pose. J'imagine vous aussi. La sécurité. Vous êtes à un dîner, tiens, vous travaillez dans l'hydrogène, mais c'est hyper dangereux l'hydrogène. Alors, excellente question. Alors, oui, c'est dangereux au sens où ça contient une quantité d'énergie importante dans un volume réduit, comme une batterie ou comme un réservoir d'essence. Aujourd'hui, c'est pas compliqué. Si vous voulez une certaine autonomie, vous avez besoin d'une quantité d'énergie stockée à bord
quel que soit le moyen. Donc ensuite, la sécurité, chaque objet a un environnement sécuritaire qui est bien cadré, qui est bien connu. Et aujourd'hui, les réservoirs d'hydrogène sont dessinés pour résister à une pression d'usage de 700 bars, mais pour résister à une surpression de 2,25 fois la pression d'usage. Donc ça veut dire que vous devez, en 700 bars, ça fait pratiquement 1800 bars. C'est beaucoup plus que la pression qui règne au fond de la fosse des Mariannes, Ah ouais, le point le plus profond. Je crois qu'il y a de des l'océan. tirs à balles réelles d'ailleurs sur les réservoirs. Il y a des tirs à balles réelles, exactement, et le réservoir doit se comporter d'une manière précise, c'est-à-dire que la balle doit pénétrer et non pas ricocher, parce que si elle ricoche, ça abîme la structure qui peut exploser plus tard. D'accord. Donc c'est vraiment très très normé, il y a des chocs latéraux, des chocs verticaux, donc c'est homologué, la sécurité n'est pas un problème. Le problème c'est de réussir à garantir le même niveau de sécurité à un coût, avec un poids, une quantité de matière, etc., beaucoup plus réduit pour que ce soit compétitif, avec encore une fois en cible 28-30, moins cher en TCO que le véhicule électrique et que le véhicule diesel. Je pense que c'est important de garder ça en tête. Pour vous, c'est le diesel du futur? C'est le diesel du futur. Je crois que Est-ce que Mais sans le Dieselgate. Et je crois que juste pour illustrer, j'avais vu sur le site de Faurecia des crash tests, des vidéos de crash tests. Et ce qui est impressionnant dans ces vidéos, c'est quand on regarde les véhicules après le crash, le seul élément qui reste intact, c'est le réservoir. Et en termes de conception, on cherche tous la sécurité. Quand on développe nos piles, par exemple, on cherche 50 G en résistance à un crash test dans les 3 dimensions. Il faut dire aussi que l'hydrogène équipe depuis longtemps les fusées, par exemple. Donc, et si je fais le plein, parce que c'est une question que doivent vous poser les clients, d'accord, ça résiste au choc et tout, mais quand je fais le plein, est-ce que ça risque pas de s'échapper? Alors je sais que le système est bien verrouillé, mais est-ce que c'est une question qu'on vous pose et qu'est-ce que vous répondez par rapport à ça? Tout à fait. Donc c'est très similaire à ce qu'on fait quand on utilise du GPL. D'accord. Donc vous mettez votre pistolet, vous le verrouillez, vous appuyez sur le bouton et ça se fait tout seul. Tout ça c'est normé, c'est vérifié, c'est certifié. Et je voulais quand même rebondir sur votre question qui était au départ, est-ce qu'on va chercher 800 ou 1000 km d'autonomie? En fait, ça devient caduque, puisque avec un remplissage en 5 minutes, quand vous achetiez une voiture diesel, vous ne compariez pas, est-ce qu'elle fait 700 ou 750 km d'autonomie? Donc l'hydrogène, c'est pareil. On n'a pas besoin de faire cette course à l'échalote. Dans les formations, qu'est-ce qu'on apprend sur l'hydrogène? C'est quoi la chose principale qu'on apprend? Alors, il y a plusieurs aspects. Je pense que le premier, et c'est vraiment le cœur de toute formation, à mon sens, sur l'hydrogène, c'est la sécurité. Donc, on l'a dit, la sécurité, pour moi, c'est une question d'ingénierie, c'est-à-dire que ça se conçoit, la sécurité. Il y a des manières de concevoir la sécurité, et c'est la première chose que l'on apprend à nos stagiaires. La deuxième chose, c'est le dimensionnement. On est sur des systèmes qui fonctionnent de manière différente, on va dire, de systèmes classiques. On ne va pas dimensionner un système pile à combustible comme on dimensionne un moteur diesel ou un réservoir diesel. Donc notre démarche sur l'ingénierie système hydrogène, c'est vraiment de prendre en compte les contraintes spécifiques des systèmes pile à combustible pour dimensionner par rapport à un profil de mission du client et répondre au mieux avec un dimensionnement optimisé en coût, optimisé en taille. Je reprends le cas du réservoir. Ce qui est très contraignant dans une intégration de réservoir, c'est la taille par rapport au véhicule. C'est pour ça que c'est très complexe sur des véhicules particuliers Donc ça fait aussi partie du juste nécessaire que l'on apprend à nos ingénieurs à dimensionner. Chez Stellantis, ça va concerner toutes les marques, c'est-à-dire que vous avez 14 marques, Stellantis, ou alors vous ciblez que quelques marques, ou quelle est la réflexion qui se fait aujourd'hui par rapport à ça? Alors aujourd'hui, c'est encore une fois déjà une réalité au travers de 3 marques du groupe qui commercialisent les véhicules utilitaires, Citroën, Peugeot et Opel. On ne va pas s'arrêter là. Je dirais toutes les marques qui commercialisent les véhicules utilitaires dans le groupe. Fiat, par exemple, on peut penser à Fiat. Par exemple, vont évidemment avoir une offre hydrogène. Notre stratégie consiste à s'appuyer sur nos différentes marques pour avoir le maximum de couverture géographique dans les différents pays. Et on ne s'arrêtera pas là puisque, comme je l'ai dit, on va également s'étendre aux États-Unis et utiliser notre marque RAM locale pour ce type de technologie. Le temps passe très vite, il nous reste 4 minutes. Juste pour terminer, si vous pouvez faire un mot de conclusion chacun, est-ce que vous pensez, je reviens un peu à ma question de départ parce que c'est ce qui intéresse tout le monde,
On a tellement parlé de l'hydrogène et puis c'est un peu passé dans l'oubli, maintenant ça revient. Est-ce qu'on se dit, est-ce que c'est vraiment un serpent de mer? Mais à vous entendre et à voir les milliards qui sont investis, on se dit que finalement ça va arriver. Quel est pour vous, je vais vous poser la question à chacun pour terminer, l'horizon? À quel horizon? C'est-à-dire qu'on se retrouve dans quelle année, en quelle année et vous êtes obligé de me donner une réponse. Tout à fait. Donc l'horizon pour nous, c'est maintenant, ça commence. Et le point d'inflexion, il est dès 2025. On est convaincu de ça. Donc c'est avant. Et est-ce que la fin du thermique vous aide? Est-ce que ça, c'est pour vous, c'est un formidable coup de boost? Bah, il est clair que c'est un accélérateur. Enfin, la crise actuelle de l'énergie que l'on voit avec le prix du diesel à 2,30 € aujourd'hui, bah forcément, ça pose des questions à tout le monde. Et donc, on nous pose, il n'y a qu'à voir l'affluence qu'on a sur nos stands. C'est un accélérateur, malheureusement. Pareil, vous êtes sur le même timing? Absolument, donc je ne vais pas répéter ce qui a été déjà très bien dit par mon collègue, mais je voudrais juste donner un éclairage important qui est l'éclairage client. Ce qu'on voit aujourd'hui concrètement sur les premiers véhicules qu'on a livrés à nos clients, les premiers retours, c'est ils sont très satisfaits et surtout surpris, parce que finalement un véhicule hydrogène, c'est un véhicule électrique, donc c'est la même expérience pour eux. Oui. Autant de dynamisme, Il produit lui-même autant de sa silence. propre électricité, le véhicule, en fait. Voilà, exactement. Donc ça c'est quand même déjà un élément essentiel. Et pour le développement à venir, on est sur les mêmes horizons de temps. Et il est clair que tous nos clients, chacun de nos clients professionnels aura besoin d'une solution zéro émission pour garder sa liberté de circulation. Et donc, pour répondre à tous les usages des clients, on aura besoin et de la technologie batterie et de la technologie hydrogène. Symbio, vous avez des grandes ambitions, une gigafactory. Ça veut dire que vous êtes persuadé que ça va arriver très très vite et que ça va se développer très vite. Oui, les coûts. on rentre dans nos nouveaux locaux en décembre, fin d'année 2023. Donc vous voyez, c'est demain. On est sur un capacitaire installé à 2026 à 50 000 systèmes par an. Une deuxième usine en France qui est prévue également dans la même période, vers 2026. Une usine aux États-Unis également qui est en projet et une usine en Asie pour produire 200 000 systèmes par an à échéance de 2030. Donc vous voyez, c'est demain en fait. C'est maintenant que ça se passe. Les investissements sont maintenant parce que nous avons les projets et le besoin sur le marché qui commence à arriver. Chez Forvia, c'est le nerf de la guerre. On parlait de prix tout à l'heure. On est vraiment sur une tendance de prix qui va baisser, inéluctable, mais est-ce que ça va aller vite? C'est un peu la question que... Je sais que vous avez des grandes ambitions, mais on est toujours impatient, hein, donc je vous vois sourire. Est-ce que ça va aller vite? Ça ira pas assez vite à mon goût quand je regarde mes résultats mensuels, mais au final, ça ira, je pense, aussi vite que la batterie. C'est-à-dire qu'il y a un moment, un petit peu de latence, et puis ça va accélérer très très vite à un moment. Ça, j'en suis convaincu. Quand va être ce moment? Les véhicules utilitaires, ça commence maintenant, donc on va voir l'inflexion, à mon avis, déjà dans 3-4 ans. Les camions, les pick-up aux États-Unis, qui sont un cas d'usage très utile aussi, donc on a des projets de développement aux États-Unis pour ça. C'est un cas similaire aux utilitaires ici. Ça, c'est 1 ou 2 ans plus tard. Et la mobilité lourde, les gros camions, les camions articulés, ça démarre un tout petit peu plus tard. Mais pour moi, sur cet usage précis, l'herbe ne repoussera pas. Il y aura de l'hydrogène partout, c'est sûr. C'est aussi votre avis pour conclure? Ah oui, je suis complètement convaincu. Donc pour nous qui sommes ingénieristes, on est toujours en avance de phase. Donc on le voit bien déjà cette accélération. Je vous l'ai dit, depuis 2014, on travaille sur ces sujets-là. Vous avez dit tout à l'heure, l'hydrogène c'est le nouveau diesel. Et je le crois vraiment. Je crois vraiment que dans le cas de la mobilité lourde, que l'on parle effectivement des véhicules utilitaires, des camions, mais également tout ce qui est off-road, les tracteurs également, les engins de BTP, le train. Donc l'hydrogène, je le crois vraiment, est appelé à remplacer le diesel dans de nombreuses applications et on le verra assez rapidement à partir de 2025-2030. Alors on se donne rendez-vous dans 2025-2030, moi j'espère avant. Hein. Merci en tout cas, ça a été très instructif, on pourra en parler longuement.